Dans la lumière crue du matin qui perçait à travers les baies vitrées de son penthouse dominant Manhattan, Alexander Voss ajustait sa cravate en soie italienne devant le miroir. À 52 ans, il était l'incarnation vivante du succès américain. PDG de Voss Empire, un conglomérat qui contrôlait des mines de diamants en Afrique, des chaînes d'hôtels de luxe et une flotte de jets privés. Sa fortune dépassait les 12 milliards de dollars, mais son cœur, lui, semblait peser moins qu'une pièce de monnaie. Il ne donnait jamais, ni aux associations caritatives, ni aux inconnus dans la rue, ni même à ses propres employés quand il traversait une épreuve personnelle. « La pitié est une faiblesse », répétait-il souvent lors des conseils d'administration, un sourire glacial aux lèvres. Ce matin-là, comme tous les autres, il descendit dans sa limousine blindée, direction le siège social, sans un regard pour le monde qui grouillait en bas. La journée se déroulait comme prévu. Réunion, signature de contrats à 8 chiffres, appel avec des présidents de pays lointains. À midi, il décida de marcher un peu pour digérer un déjeuner d'affaires trop lourd. Ses gardes du corps restèrent à distance respectable. Il traversa Central Park, le téléphone collé à l'oreille, négociant l'acquisition d'une start-up de biotechnologie qui promettait de doubler sa richesse en 5 ans. C'est là, sur un banc usé près du lac, qu'il le vit pour la première fois. Le vieil homme était assis, voûté, les épaules couvertes d'un manteau élimé qui avait dû être beige autrefois. Ses mains tremblaient autour d'une tasse en carton vide. Ses cheveux blancs, clairsemés, collaient à son crâne humide de sueur malgré le froid d'octobre. Ses yeux, d'un bleu délavé, fixaient le vide avec une fatigue infinie. Quand Alexander passa devant lui, le vieillard leva la main avec une lenteur douloureuse. « Monsieur, s'il vous plaît, juste un peu d'aide. J'ai besoin de médicaments pour mon cœur. Le docteur a dit... » Alexander ne ralentit même pas. Il continua à marcher, le regard droit devant, comme si l'homme n'était qu'une ombre sur le bitume. Le vieil homme insista, la voix rauque mais polie. « Je ne demande pas grand-chose, 20 $, ou même 10. Je vous rembourserai, je le jure sur ma vie. » Alexander s'arrêta enfin, pivota sur ses chaussures italiennes à 1000 $ la paire et planta ses yeux gris acier dans ceux du mendiant. Un sourire méprisant étira ses lèvres. « Vous remboursez? Avec quoi? Votre fierté? Écoutez, mon vieux, si je donnais à chaque personne qui me tend la main, je serais ruiné avant le coucher du soleil. Le monde est dur, apprenez à vous débrouiller. » Le vieil homme baissa les yeux. Ses lèvres tremblèrent légèrement, mais il ne pleura pas. Il murmura simplement « Je comprends. Que Dieu vous bénisse quand même. » Alexander ricana intérieurement. Dieu? Il n'avait pas besoin de Dieu. Il avait ses algorithmes de trading et ses avocats. Il reprit sa marche, le cœur parfaitement calme, presque fier de sa fermeté. Derrière lui, le vieil homme tenta de se lever pour partir, mais ses jambes fléchirent. Il trébucha. Sa canne tomba, et avec elle, son vieux portefeuille en cuir craquelé glissa de sa poche intérieure et s'ouvrit sur le gravier. Alexander, par pur réflexe de propriétaire qui déteste le désordre, se retourna pour ramasser l'objet avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Il le saisit d'un geste sec et s'apprêtait à le jeter au vieil homme quand son regard accrocha la photo qui dépassait d'une fente transparente. Le temps s'arrêta. Sur le cliché jauni, pris visiblement dans les années 70, on voyait un petit garçon d'environ 8 ans, aux cheveux blonds ébouriffés, tenant la main d'une jeune femme souriante, aux yeux bleus identiques à ceux du vieillard, assis devant lui. Mais ce qui fit vaciller Alexander, ce fut le visage de l'enfant. Ce visage, c'était le sien. Exactement le sien à cet âge-là. La cicatrice minuscule au-dessus du sourcil gauche, souvenir d'une chute dans le jardin de sa mère adoptive. Le sourire timide, celui qu'il avait perdu depuis des décennies. Ses doigts se crispèrent sur le cuir. Sa respiration devint courte. Le vieil homme, toujours à terre, leva les yeux et vit l'expression sur le visage du milliardaire. Il comprit immédiatement. « Vous l'avez vu », murmura-t-il d'une voix brisée. Alexander ne répondit pas tout de suite. Il sortit la photo complètement. Au dos, une écriture tremblante, à l'encre bleue délavée. « Mon fils, Alexander, 1978, le jour où je l'ai perdu pour toujours. » Le milliardaire sentit le sol se dérober sous ses pieds. Des souvenirs qu'il avait enfouis depuis 40 ans remontèrent comme un raz-de-marée.
Sa mère adoptive lui avait toujours dit que son père biologique était mort dans un accident de voiture avant sa naissance. Un mensonge pieux pour le protéger. Mais là, devant lui, la vérité saignait à travers un portefeuille usé. Le vieil homme, qui s'appelait en réalité Henri Voss, oui, le même nom de famille, caché sous des décennies de honte, se redressa avec difficulté. Ses yeux étaient maintenant remplis de larmes qu'il ne pouvait plus contenir. « Je t'ai cherché partout, mon garçon. Pendant 44 ans. » Alexander recula d'un pas, comme si l'homme était contagieux. Sa voix, habituellement si contrôlée, trembla pour la première fois depuis des lustres. « Vous mentez, c'est impossible, mon père est mort. » Henri secoua la tête lentement. « Non, j'ai fui. Ta mère et moi étions très jeunes. J'avais 20 ans, elle 18. Nous n'avions rien. J'ai paniqué quand elle est tombée enceinte. J'ai disparu une nuit, en laissant une lettre où je disais que j'allais chercher du travail loin et que je reviendrais. Mais je n'ai jamais eu le courage. J'ai bu, j'ai vagabondé, j'ai changé de nom pour oublier ma lâcheté. Puis j'ai appris qu'elle t'avait fait adopter. J'ai passé des années à te chercher sous ton nouveau nom. Chaque année, je revenais dans cette ville, je laissais des messages, je regardais les journaux pour voir si un Voss avait réussi. Et puis, il y a 3 ans, j'ai vu ta photo dans Forbes. Alexander Voss, le milliardaire. Mon sang, j'ai su que c'était toi. J'ai économisé pendant 2 ans pour venir ici, pour oser t'approcher. Mais je n'ai pas eu le courage de dire la vérité tout de suite. Je voulais juste te voir. Et aujourd'hui, j'ai osé te demander de l'aide, pas pour moi mais pour te tester. Pour savoir si le fils que j'avais abandonné était devenu aussi dur que moi, autrefois. Alexander sentit une douleur fulgurante dans la poitrine, comme si on lui arrachait le cœur avec des pinces rouillées. Il regarda à nouveau la photo. Le petit garçon souriait à son père, qui le tenait sur ses épaules ce jour-là, avant la fuite. Un père qu'il n'avait jamais connu. Les gardes du corps approchèrent, inquiets du silence inhabituel de leur patron. Alexander leur fit signe de reculer d'un geste sec de la main. Il s'agenouilla alors devant le vieil homme pour la première fois de sa vie d'adulte, et posa une main sur l'épaule tremblante. « Pourquoi maintenant, après tout ce temps ?» Henri sourit faiblement, une larme roulant sur sa joue ridée. « Parce que je vais mourir, Alexander. Les médecins m'ont donné 6 mois. Je voulais partir en sachant que tu existais, que tu avais réussi malgré moi. Je ne voulais rien te demander. Juste te voir sourire une dernière fois comme sur cette photo. Mais aujourd'hui, quand tu as refusé, j'ai compris que j'avais réussi à te transmettre ma plus grande faiblesse, la peur d'aimer. » Le milliardaire ferma les yeux. Des images défilèrent à toute vitesse, sa mère adoptive qui l'avait élevé seule avec 2 jobs. Les nuits où il pleurait en demandant où était papa, les nuits où il jurait qu'il ne deviendrait jamais comme lui. Et pourtant, il l'était devenu. Froid, distant, calculateur. Exactement comme l'homme qui l'avait abandonné. Il se releva, aida Henri à s'asseoir sur le banc et sortit son téléphone. Pour la première fois, il appela son assistant personnel non pas pour un contrat, mais pour une urgence humaine. « David, annulez tout pour aujourd'hui. Réservez la meilleure chambre à la clinique Mayo, transport privé, et envoyez une équipe médicale ici, immédiatement. Et préparez le jet pour demain. Nous partons en Europe. Je veux qu'il voie la maison où il est né. » Henri écarquilla les yeux. « Alexander, tu n'es pas obligé. »« Si, je le suis !» coupa le milliardaire d'une voix qui se brisait. « Pendant 40 ans, j'ai construit des empires pour prouver que je n'avais besoin de personne. Aujourd'hui, je découvre que tout ce que j'ai construit, c'était pour combler le vide que tu as laissé. Le lien secret, c'était toi. Toujours toi. » Ils restèrent assis côte à côte pendant plus d'1 heure, sans parler au début. Puis les mots vinrent, maladroits, douloureux, libérateurs. Henri raconta les nuits passées sous les ponts, en pensant à son fils, les lettres jamais envoyées, les petits boulots qu'il prenait pour économiser de quoi acheter un billet d'avion qu'il n'osait jamais prendre. Alexander parla pour la première fois de sa peur viscérale de l'abandon, de ses 3 mariages ratés, de ses enfants qu'il voyait à peine parce qu'il avait peur de leur faire ce qu'on lui avait fait.
Le vent d'octobre faisait voler les feuilles mortes autour d'eux, comme si le parc lui-même retenait son souffle. Des passants les regardaient, étonnés de voir le célèbre Alexander Voss, d'habitude si distant, tenir la main d'un vieil inconnu comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Quand l'équipe médicale arriva, Alexander insista pour monter dans l'ambulance avec son père. Dans la voiture, il sortit son propre portefeuille, en cuir de crocodile à $10 000, et glissa la vieille photo à côté de la sienne, récente, où il posait seul devant son yacht. 2 images, 2 époques, un même sang. Les jours suivants furent un tourbillon de révélations. Alexander annula un voyage d'affaires à Dubaï pour rester au chevet d'Henry. Il fit venir les meilleurs cardiologues du monde. Il organisa même une petite cérémonie privée où il présenta officiellement son père à ses propres enfants, qui découvrirent avec stupeur qu'ils avaient un grand-père vivant. La plus jeune, Emma, 10 ans, se jeta dans les bras du vieil homme en pleurant, comme si elle l'avait toujours attendu. Henry, allongé dans son lit d'hôpital luxueux, regardait son fils avec une paix qu'il n'avait jamais connue. « Tu sais, Alexander, le jour où je t'ai abandonné, j'ai cru que je détruisais ta vie. Aujourd'hui, je vois que tu as construit la mienne, parce que grâce à toi, je meurs entier. » Le milliardaire, pour la première fois depuis l'enfance, laissa couler des larmes sans honte. « Tu ne mourras pas seul, et tu ne mourras pas pauvre. Tout ce que j'ai, je le partage avec toi, pas par pitié, par amour. Le lien secret que tu portais dans ton portefeuille, je le porte désormais dans mon cœur. » 6 mois plus tard, Henry s'éteignit paisiblement dans la propriété familiale que son fils avait rachetée en France, celle où il était né. Alexander tint la main de son père jusqu'au dernier souffle. Sur la tombe, il fit graver non pas un nom, mais une phrase. « Ici repose celui qui m'a appris que refuser d'aider un inconnu, c'est parfois refuser de s'aider soi-même. » Aujourd'hui, Alexander Voss n'est plus le même homme. Il dirige toujours son empire, mais il a créé une fondation qui porte le nom de son père, le lien secret. Chaque année, il descend lui-même dans les rues. Non pas pour donner de l'argent aveuglément, mais pour écouter les histoires, pour regarder dans les yeux, pour chercher les photos cachées dans les portefeuilles usés. Et quand on lui demande pourquoi il a changé à ce point, il sort de sa poche intérieure la vieille photo jaunie, la montre, et répond simplement « Parce qu'un jour, j'ai refusé d'aider un vieil homme. Puis j'ai vu la photo dans son portefeuille. Et j'ai compris que le plus grand trésor que j'avais accumulé n'était pas dans mes coffres forts, mais dans le sang qui coulait dans nos veines. » La voix off se tait sur ces mots, laissant résonner le silence chargé d'émotions, comme si chaque auditeur pouvait sentir, au fond de sa propre poitrine, ce lien secret que nous portons tous, parfois sans le savoir, jusqu'au jour où la vie nous oblige à le regarder en face.